Mais maintenant, il y a une reprise, je dis, il y a une prise de conscience des gens en général, quoi. Alors, pour nous, pour apiculteurs, on est content parce que on s'en rend compte, disons, même à la vente, les gens, quand ils viennent là, ou même quand ils passent sur la route, ils vous disent, vous avez encore vos abeilles, vous avez encore vos abeilles, ils sont inquiets. Ça, j'ai senti ça depuis 2 3 ans, mais moi, disons, ça fait déjà environ 10 ans que je fais la commercialisation de mon miel en privé, pas seulement grossiste. Et c'est là que je me suis rendu compte que les gens sont conscients de la qualité, ils veulent aussi savoir la qualité du produit, la traçabilité, savoir comment on travaille, savoir comment on traite les abeilles, avec des produits chimiques ou non. Voilà, bah, posez-moi des questions, je vous répondrai. Les apiculteurs, ils, ils disent que les firmes agroalimentaires, c'est la mafia, euh, que, que leurs tests ils sont absolument pas fiables, que, que c'est une évidence, ils ont fait leurs propres expériences, ils ont mis des ruchers exprès à côté de champs qu'on traitait. Effectivement, la plupart des colonies se sont effondrées. Et de l'autre côté, on a les firmes qui disent que les apiculteurs, ils n'ont qu'une envie, c'est de se faire rembourser tout leur cheptel perdu. C'est aussi une question d'argent beaucoup. Et au milieu de ça, on a beaucoup de peine à se faire vraiment une idée. Personnellement, je pense que les pesticides jouent un rôle important, euh, mais que c'est pas toujours le cas. Enfin, c'est pas toujours les pesticides qui sont la cause dominante d'un effondrement, mais ça contribue non seulement à l'affaiblissement, mais parfois il y a clairement des exemples évidents où c'est le facteur dominant. Alors, je dirais qu'il y a une multitude de causes. Mais c'est vrai que tout ce qui est de la pollution atmosphérique, tout ce qui est de la pollution des sols, tout ce qui est de la pollution de l'eau, engendre une perte des abeilles. Ensuite, il y a différents parasites comme le varroa qui attaque aussi. En fait, le varroa, c'est une petite araignée qui se fixe derrière la tête de, de l'abeille et qui en fait la tue. Quand il y a une reine de varroa qui est à l'intérieur d'une ruche, elle va déposer ses œufs sur les œufs sur les larves que la reine abeille a fait. Et donc la larve ne pourra pas se développer, ça fera des abeilles estropiées avec une aile en moins, quoi, je veux dire. Et ça détruit aussi. Et il y a un autre prédateur, c'est le Aetina tumida, qui est un espèce de scarabée qui est gros pratiquement comme une coccinelle, qui n'est pas chez nous, mais qui est en Amérique, au Canada. C'est abominable. Moi, j'ai vu dans une émission, là, dans un cybercafé, ou je sais pas comment ça s'appelle, parce que moi, j'ai pas de télé, j'ai pas d'ordinateur, j'ai rien. Je sais pas utiliser, c'est juste mon téléphone portable, tout ce que je fais. Puis encore, c'est tout juste. Et j'ai vu ça, c'est Etina tumida, il est venu de l'Afrique du Sud. Ah, c'est un prédateur énorme. Il pond, il bouffe tout dedans. Il mange le miel, les larves, tout. Et il se produit dans le sol. C'est abominable. Et c'est une plaie. Alors actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Produits chimiques, toc, toc, toc. Ils y vont à tire-larigot. Un apiculteur qui pour montrer à un vétérinaire, je crois, non, il a pris 50 ruches, il en a mis 50 dans une forêt, loin de champs, et 50 vers un champ où il traite avec des pesticides. Après 2 semaines, les 50 en forêt allaient très bien, et les 50 au bord du champ commençaient à péricliter. Les abeilles se traînaient, il y avait des difficultés de récolte. Et au bout de ces 2 semaines, il a dit, voilà, je vais en prendre 25 au bord du champ, je vais les mettre dans la forêt, et je vais en prendre 25 dans la forêt, et je vais les mettre au bord du champ. Et effectivement, les 25 qui venaient du champ, qui sont arrivés dans la forêt, ont repris, l'activité redevenait normale. Il faut savoir qu'une abeille ne vit pas très longtemps, donc il y a eu un renouvellement de population, la population était plus saine.
Et au contraire, près du champ, les 25 qui venaient de la forêt, elles ont commencé à mal tourner, il y avait des dysfonctionnements au niveau de la récolte. Et puis, donc on voit bien, c'est un bel exemple pour montrer que les pesticides ont quand même un certain impact. Parce qu'il est clair que même nos graines chez nous sont aussi enrobées, pas toutes. Par exemple, comment dirais-je, le tournesol n'est pas enrobé, le maïs non plus, comme en France. Et qui tue alors les abeilles d'une façon incroyable. Hein. Les abeilles ne retournent plus à la ruche parce qu'elles perdent le sens d'orientation. Hein. La molécule chimique leur enlève le pouvoir de s'orienter. Alors, des apiculteurs, c'était un des grands procès en France, entre autres le Gaucho, c'est que les gens qui amenaient des ruches en bon état au bord des champs et qui avec où il y avait des graines enrobées qui étaient mises dans le sol, eh bien les abeilles 8 jours après, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que les butineuses ne rentrent plus. Tandis qu'ici, ben, je vais vous donner un exemple, c'est fou, vous me posez la traçabilité, c'est-à-dire savoir ce qui se passe aux environs. Eh bien, vous devez, en tant qu'apiculteur, aller faire du prosélytisme, aller chez les agriculteurs pour les conscientiser, pour les mettre un peu au courant de tout, parce qu'ils ne sont pas censés savoir ce qui se passe. Et je peux vous dire, moi j'ai un jeune agriculteur ici qui est dans le village, ça fait déjà plusieurs années, je lui ai donné de la documentation, je parlais comme ça. Puis bon, ils pensent qu'un apiculteur, qu'est-ce qu'il vient leur faire la morale et puis leur poser des questions, les mettre dans l'embarras. C'est un peu embêtant pour eux. Eh bien, un jour, j'étais dans un rucher et j'ai vu sur le plateau, là, entre eaux mortes, dépasser du champ de colza qui était en fleurs à peu près cette hauteur. Je voyais juste le toit du tracteur. Alors, je me suis vite allé voir ce qu'il faisait. Alors, je suis arrivé, l'agriculteur m'a dit, t'as peur pour tes abeilles, il n'y a pas d'insecticide, c'est du fongicide que je mets. C'était pour les maladies cryptogamiques des plantes, vous savez ce que c'est comme le mildiou sur la vigne à peu près, c'est la même chose. Ça n'a rien à faire avec les insectes. Et puis là, je me suis rendu compte qu'ils ne sont pas au courant de grand-chose. Alors, j'ai parlé justement des graines enrobées. Il m'a dit, oui, j'ai un sac à la maison encore avec des graines. Alors, je suis vite allé chez lui. J'ai pris ce sac, j'ai regardé les noms, et au lieu de marquer Gaucho, c'est marqué Chinook dessus. C'est un autre nom chimique. Mais Chinook, c'est du Gaucho. Mais comment est-ce que je l'ai su? Alors après, je suis allé justement chez cet autre agriculteur avec qui j'avais un contact. Alors, quand je suis arrivé chez lui dans la stabulation, il s'est énervé. Il m'a dit, ouais, j'en ai un peu marre. Alors je téléphone au directeur de la chambre d'agriculture de Genève, on va bien voir. Pouf, il prend le téléphone dans la stabulation libre et lui téléphone. J'ai l'apiculteur qui est là, qui parle de ça. Il m'a dit, non, non, il n'y a rien, les graines ne sont pas enrobées, donc du colza. Et 10 minutes après, j'étais encore là. Il m'a dit, dis donc, l'apiculteur, il est là. Ben, c'est lui qui a raison. Pourquoi est-ce qu'il a raison? Parce qu'on a téléphoné à Berne, et puis Berne nous fait un bébé dans notre dos sans... Nous, on ne sait pas. Alors, voyez bien que la Chambre d'agriculture de Genève ne sait même pas. Alors, j'ai regardé dans la Bible, et là je parle maintenant uniquement de la tradition biblique de la Bible, hein, et là il n'y a que, je crois, une seule mention de l'abeille, mais par contre il y a beaucoup de fois mention du miel. Et c'est là que ça devient intéressant. Je suis né quand même dans un village, dans la montagne. Et puis à l'époque, en plus, bon, ça fait longtemps, mais tout le monde dans les villages avait des ruches. Mais à côté, c'était à côté de la porte, à côté là. Voilà, parce qu'il n'y en avait pas de sucre, ça veut dire que, voilà, les gens utilisaient ça. Et puis bon, du miel, c'est un aliment autre que des sucres. Hein. Et puis peu à peu, c'est clair, tout ça a disparu. Alors pour moi, de toute façon, les textes bibliques sont d'une très grande actualité. Ce qui m'intéresse, c'est d'un côté l'aspect historique, mais bien sûr aussi l'aspect actuel. Dans d'autres traditions, en partie un peu plus tardives, le miel, et ça je trouve particulièrement intéressant pour notre réflexion, est lié à la sagesse. Donc on dit par exemple à l'enfant, c'est dans le livre des Proverbes, « Mange du miel, mon fils, c'est bon, telle sera pour toi la sagesse, sache-le bien. Si tu la trouves, tu auras un avenir,
et ton espérance ne sera pas fauchée. Donc, comparé à la sagesse, et ce que je trouve très beau, c'est si tu trouves donc ce goût du miel dans la sagesse, si tu cherches la sagesse, tu auras un avenir. Et je crois que c'est toute cette réflexion qu'on a, qu'est-ce qui est aujourd'hui la sagesse qui nous permet d'avoir un avenir. Parce que plus que mourir, les abeilles disparaissent. Ces 2 ruches sur le toit du théâtre Saint-Gervais, ça indique donc justement qu'il y a un jeu là entre les abeilles, le miel et la réalité, dans lequel un théâtre, par exemple, en tout cas un lieu de fabrication artistique, de diffusion culturelle, peut s'inscrire. Ah, moi je suis tout à fait fascinée par ça parce que, à vrai dire, je ne savais pas que les abeilles meurent à la campagne où j'avais vaguement entendu parler qu'elles peuvent butiner en ville et faire un excellent miel. Et là, ce que j'ai appris, et ça j'ai appris là par cette démarche du théâtre, qu'il y a là derrière, pour Olivier Darnier et son équipe, toute une réflexion sur justement sur les valeurs de société, sur ce qui anime notre vie, sur l'avenir. Alors c'est là que je me suis tout de suite intéressée et que j'ai commencé à réfléchir et à interpeller aussi d'autres personnes. Dans les parcs, il y a beaucoup de fleurs printanières, des crocus, des primevères, et qui ont beaucoup de pollen, que vous ne trouvez peut-être plus à la campagne. Parce qu'à la campagne, vous avez la grande culture, la monoculture, qui a le désavantage de ne pas avoir de pollen. Si vous faites du blé, ouais, vous avez un petit peu de pollen, il va aussi un peu, mais pas beaucoup. Ça, c'est, voilà. Quand même, le problème, c'est justement... pas tout le monde a envie d'avoir des abeilles qui leur tournent au-dessus de la tête. Parce que pas tout le monde a la même approche. Alors moi, je trouve que c'est une idée très intéressante. Moi, je serais tout à fait pour ce genre de pratique. Après, il faut savoir que il y a quand même des pesticides, parce qu'on ne sait pas à quel point le privé... on sait que les privés ils mettent beaucoup de pesticides dans leur petit baquet géranium. Donc, mais bon, les abeilles vont pas sur les géraniums, mais il y a des fleurs sur lesquelles les abeilles vont, et on sait que le privé parfois met beaucoup plus de pesticides sur une zone beaucoup plus restreinte que l'agriculteur. Mais bon, il faut savoir qu'avec cette histoire d'apiculture en ville, il n'y a pas assez de place en ville pour faire vivre une apiculture viable, je pense. Et la ville, c'est pas l'avenir de l'apiculture. Ça, c'est le hic de l'affaire. Non, mais ce qu'il faut, vous voyez, on ne peut pas dire qu'à la campagne, on ne fait plus de miel, mais il faut quand même que l'abeille puisse vivre à la campagne, son milieu naturel, hein. C'est quand même là. Et puis, il faut quand même qu'elle puisse aller polliniser, pas seulement le colza et les arbres fruitiers, mais aussi les plantes sauvages. Et il n'y aura plus de plantes sauvages si les abeilles ne vont pas pouvoir polliniser, hein. Une abeille, ça butine du sucre. C'est comme si c'était un petit réacteur, un petit turbo à sucre. Mais sur le sucre du coca, l'abeille, elle va venir. Mais de boire du coca, l'abeille, peut-être c'est pas très bon non plus pour elle. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que l'abeille... De toute façon, c'est un manque de respect, pour moi, de la nature en général, qui fait que les abeilles s'en vont. Je discutais ce matin avec mes collègues et on se disait, dans cette situation où l'économie, où l'argent est omniprésent, l'argent est la valeur suprême, quelque chose a déjà basculé et on regarde toujours les choses à court terme, mais on ne regarde plus vraiment à l'avenir. Alors cette idée que l'espérance d'avenir peut être fauchée si on ne prend pas attention, si on ne fait pas attention, je trouve ça, c'est une image très forte.